Je serais mal à l'aise en fait de dire quoi penser aux gens. Vraiment, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Je vais pas leur dire tu dois faire ça. Je leur explique que pourquoi la vie est belle et pourquoi moi je la considère comme ça. Tu peux faire tout ce que tu veux du moment que tu mets les moyens, quoi. Et elle est tellement courte en fait que faut profiter un maximum, quoi. C'est vendant d'être indépendant. Quand j'étais plus jeune, j'étais ultra négatif et pessimiste. Et c'est tout le contraire de Céline. Elle est extrêmement dynamique, positive, bienveillante et optimiste. Elle a créé des comptes sur Instagram, YouTube et TikTok pour partager ses valeurs et faire rire les gens. C'est vraiment le genre de personne dont on a tous besoin dans notre entourage. Bonne interview. Salut Céline. Salut. Ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ça va très bien, merci. Alors, deuxième femme qui passe sur Indépendant, je suis très content. Merci d'avoir accepté cette invitation. J'allais dire cette information. Non, cette invitation. Une invitation. Alors, avec plaisir. C'est un petit peu spécial puisque tu fais une sorte de reconversion. Je crois qu'on peut dire ça, quelque part. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est une hypothèse voilà, que tu envisages. Le champ des possibles est large. Explique-nous ce champ d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, de base... Je viens de finir mes études, j'ai fait un master et du coup, eh bien, le Covid est passé par là. Donc j'ai eu plein de temps pour m'occuper et du coup, j'ai... Il y a un chat qui, évidemment, quand on se dit faisons l'interview, elle se met à faire du foot littéralement avec une balle. Donc, bref. Donc j'ai fait quoi Ah oui, donc grâce au Covid, j'ai quand même eu le temps de développer mes réseaux. Ça m'a bien plu, ça a bien marché. Ouais. Par exemple, au début du Covid, j'avais, je crois, 4000 abonnés en mars. Là, nous sommes en septembre et j'ai presque 12 000 abonnés. Là, tu parles bien de Instagram ? Instagram, ouais. Donc, mars, septembre, ça doit faire quoi ? 5 mois, je pense ? Je crois, hein. Je vais pas faire la technique mars, avril, mai, juin, mais ça doit faire 5 mois. Et t'as fait x3 ouais. Du coup ? Ouais. En une demi-année max. Ce qui est bien, ce qui est très bien même. Ah ouais, c'était rapide. Surtout que t'as commencé seulement à prendre Instagram au sérieux début de l'année. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu vois Instagram ? Je trouve que c'est un bon moyen d'être visible déjà par des opportunités. Il y a eu pas mal d'opportunités grâce à Instagram. Et moi, après, au début, c'était juste comme ça parce que j'avais des collaborations avec des photographes et que je me suis dit, c'est bête de les garder dans mon PC comme ça. Donc, je me suis dit, je vais les mettre sur Instagram. Et ça a commencé à marcher. Je recevais plein d'abonnés comme ça. Et je me dis, je vais faire un truc. Je vais pas bêtement mettre mes photos sur Instagram. Je me dis, parce que j'étais pas trop à l'aise avec ça. Ça fait vachement... comment on dit, regardez-moi. Ouais, tu vois. Narcissique peut-être. Et ouais, voilà, Okay. Ça fait très narcissique et je suis pas du tout comme ça. Et donc j'ai décidé de tourner ça en dérision, quoi, de me moquer vraiment des gens qui font ça, mais pas méchamment. C'est juste de mettre ça en dérision et c'est ça qui m'a plu, quoi. Alors c'est parfait que tu en viennes à ça, puisque effectivement c'est aussi pour ça que je t'ai contacté à la base, c'est-à-dire que en dehors d'un compte qui ressemble un petit peu à tout ce qu'on peut trouver en termes d'influence. On devine dans tes phrases, dans tes descriptions que tu fais du sarcasme avec tout ça, mais du sarcasme qui est quand même positif puisque t'es une fille qui est quand même assez rayonnante, tu vois, t'es pas du tout là en mode alors les influenceurs, on me donne de l'argent, quoi, tu vois, un truc un peu ridicule. T'as vraiment une démarche bienveillante et c'est ça qui m'intéressait avec toi, surtout que t'es au début de ce projet. Ouais. Donc j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a fait des études de commerce, on peut le dire, marketing commerce à l'EM de Strasbourg, à qui on passe un big up, même si pour moi les écoles ça reste de l'arnaque, peu importe ce que c'est. Bref, chacun son peut-être des choses à dire, mais bon, on n'en dira pas plus. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton plan à l'heure actuelle? Sur mon plan vis-à-vis... Si t'as un plan. J'aimerais bien, en tout cas, développer vraiment ma chaîne YouTube. Parce que je pense qu'on peut pas vraiment vivre d'Instagram. C'est un réseau, mais je pense que les marques sont quand même plus intéressées par YouTube, même les gens, en fait, en général. Ouais. Alors, est-ce une vérité quand tu sais que certains posts sur Instagram de grosses célébrités s'arrachent à des millions juste pour poster, tu vois?
Ouais. Bon, il faut quand même une certaine influence, c'est peut-être un peu ça, abusé en de dire fait, ça. parce que tu as Instagram parce que on te connaît. Mhm. Tu fais pas un Instagram pour te faire connaître, tu vois. Je pense. Mhm. Parce Ah ouais que je connais personne qui a été connu, entre guillemets, parce qu'ils ont Parce qu'il a fait un Instagram. Ouais. J'aurais 2-3 comptes en tête, mais effectivement, à la C'est plus base, rare, en c'est fait. plus un support Ouais. par rapport à une autre plateforme. Généralement, c'est plus genre YouTube 80% et ensuite Instagram Ouais. pour garder l'engagement, pour nouer une relation avec son audience et tout. Ok, c'est très intéressant à ce niveau-là. Tu fais aussi des TikTok. Ouais. Alors, bon, j'en ai fait quelques-uns avec un de mes meilleurs potes. Je t'avoue que j'ai un peu quitté la plateforme parce que ça rend assez fou ce truc, tu vois. Non seulement ça rend pas mal accro, en fait, parce que tu consommes extrêmement vite. Ouais. Très très vite. Ouais. Et surtout, en fait, c'est bon. Le gros point positif que j'ai par rapport à TikTok, c'est que ça a l'air extrêmement positif, du coup. Contrairement à Instagram où dès que tu vois une photo, inconsciemment, tu vas te comparer avec la personne, etc. Sur TikTok, c'est plus genre bonnes vibes, des chatons, des blagues, des trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que la moyenne d'âge est aussi beaucoup plus basse sur TikTok. Finalement, non. Ah ouais? Ah, ça a vraiment changé. Depuis le confinement, en fait, ça a changé. Et même le type de contenu a changé. On m'a dit qu'avant, c'était vraiment que des danses, quoi. Et maintenant, il y a de tout. Il y a de l'humour, il y a des choses même plus sérieuses, des chaînes d'information, des danses, mais vraiment moins, quoi. Ok, cool. C'est diversifié. Ça, c'est très diversifié. Ouais. Je pense que c'est aussi pour ça que ça fait de la grosse concurrence à Instagram à l'heure actuelle. Ouais. Et même maintenant, TikTok a monétisé les vidéos. Ah ouais, donc on peut se faire de l'argent en fait. Ouais. Ok, d'accord. C'est le même principe que YouTube en fait. Faut tant à tant d'abonnés pour accéder à la monétisation, quoi. Ah, c'est très intéressant, intéressant. C'est fou, genre. Et du coup, là, il y a plein de personnalités qui vont aller sur TikTok. Bah, c'est la ruée vers l'or, ça y est. Il y avait les early birds, je sais pas comment on dit en français, tu sais, les gens qui arrivent en premier sur la plateforme, qui découvrent et qui, quand ça explose, ont déjà une communauté qui les fait encore plus monter. Mais du coup, maintenant, ces gens, c'est les rois du pétrole sur TikTok. Ah ouais, grave. Et on va voir, du coup, une transition des gens qui sont plus sur des plateformes, entre guillemets, classiques, qui vont aller dessus. Ok, c'est intéressant. C'est hyper viral aussi, je veux dire... Moi, TikTok, ça m'a apporté quand même plein d'abonnés sur Instagram. Ah ouais, tu le ressens, il y a un avant et un après. Ouais, clairement, ouais. Et c'est hyper viral. Une vidéo, en un jour, elle peut faire 300 000 vues, quoi. J'avais fait le test avec un autre youtubeur. On avait 24 heures pour créer un TikTok et avoir 1000 abonnés. Et c'est faisable, quoi. En 24 heures, j'avais... Les chiffres sont assez astronomiques, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, je me rappelle du coup de cette période avec mon pote où on avait fait des TikTok qui avaient fait 200, 300 000 et on était arrivé, je crois, en un mois, on était arrivé à 6 000 abonnés, je crois. Et nous, on était, on faisait, en fait, c'était très sarcastique aussi, on se moquait beaucoup de la plateforme et tout. La façon de filmer et tout, c'était vraiment dans cette veine-là. Et on s'est rendu compte que, mais c'est fou, genre les chiffres, mais grimpent à une vitesse, c'est hallucinant. Ouais. Et je sais pas où on en est là à l'heure actuelle en termes d'impulsion de trafic parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur TikTok. Du coup, la place à se faire aussi est plus statistiquement, c'est de plus en plus dur. Mais du coup, parlons plutôt de YouTube, puisque moi, c'est un terrain qui m'intéresse beaucoup plus à l'heure actuelle. Moi aussi. Mais avant de parler de YouTube, avant de rentrer dans des choses nichées, parlons plutôt de ta vie sur les réseaux, sur Internet. J'en place une pour Eléa, avec qui j'avais fait en 2019 une petite vidéo sur la vie d'une femme sur les réseaux. Alors c'est une micro-influenceuse. À l'époque, elle avait 2000 abonnés. Je crois qu'elle en a 4000 ou 5000 aujourd'hui. Mais c'est très intéressant. On avait beaucoup échangé là-dessus. À l'heure actuelle, c'est une vidéo qui est en privé puisque j'ai remodelé ma chaîne. Si ça t'intéresse de la voir, n'hésite pas à me le dire. Je la remettrai probablement en public si j'ai de la demande. C'est quoi la vie d'une femme sur les réseaux ? C'est assez vague comme question. C'est quoi la vie d'une femme qui a 12 000 abonnés, qui se moque un petit peu de ce lifestyle influenceur et qui essaye de construire un business à partir de ça, de cette communauté? Par rapport aux DM, est-ce que tu as des DM vraiment lourds de Charo? Est-ce que tu as des partenariats des marques qui te proposent à fond des partenariats? Comment ça se passe un petit peu? Alors, des niveaux DM, messages privés, j'en ai énormément. Ouais. J'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Jusqu'à environ 8000 abonnés, j'arrivais à peu près à essayer de répondre un peu à tout le monde. Mais là, c'est vrai que j'en ai énormément. Vraiment beaucoup. Si maintenant, pendant un jour, je regarde pas mon téléphone... Explose.
Ouais. Déjà, mon téléphone est toujours sur silencieux parce que sinon, c'est pas possible. Et ouais, du coup, c'est assez compliqué même de trier, quoi. Il faut que j'apprenne encore à faire ça. Du coup, je réponds plus à tout le monde. Et ouais, parce que t'as combien de messages par jour? Ben, c'est vraiment difficile à dire, c'est impossible de compter, quoi. Mais il y a 3 mois, ouais, j'avais éteint mon téléphone vers 23h, j'avais rallumé à 8h et j'avais plus de 50 messages, alors que entre 23h et 8h du matin, les gens dorment généralement en plus. Ouais. Donc dans la journée, ça peut, je sais pas, peut-être même le double, quoi. Des fois, par exemple, quand je mets une story, tu peux voir combien de gens répondent. Ouais. Des fois, j'ai des stories où il y a plus de 100 personnes qui répondent à une photo, quoi, tu vois. Ah oui, c'est massif. Ah ouais. Ouais, j'ai plus de messages privés que de commentaires sur mes photos, par exemple. D'accord. Ouais. Ok. Mais maintenant, comme je commence à plus réussir à leur répondre, ils vont plutôt m'écrire dans les commentaires. Là, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Ce qui est plus plutôt facile. Ouais. Et en plus, c'est plutôt bénéfique pour ton trafic, puisque aussi, du coup, ça booste le post en question. D'accord, ok, c'est très intéressant. En termes de public, t'estimes pourcentage homme-femme, ça serait quoi? Ben, des femmes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je crois qu'il y a 20% de femmes, 80% d'hommes sur Instagram. C'est pas bon pour la parité, ça, Céline? C'est clair, mais après, bon, comme je t'ai dit, dans ma vie, c'est un peu pareil. Je pense que j'ai vraiment un discours axé sur peut-être plus les centres d'intérêt des hommes, quoi. C'est peut-être bizarre à dire ça, mais ouais, j'ai du mal à être dans la tête d'une femme et savoir ce qu'elle veut que je... Parce que j'essaye vraiment de faire 50%, 50-50, mais à vrai dire, je saurais pas comment faire, quoi. Qu'est-ce qui intéresse les femmes? Ça veut dire que quand tu veux faire un post à destination plus du public féminin, t'es en mode... comment on parle le langage femme, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Je sais pas trop. Et peut-être qu'elles se prennent encore trop au sérieux sur Instagram. Peut-être pour ça aussi. C'est une bonne question. Parce que ouais, moi, vraiment, mon compte Instagram, c'est vraiment l'autodérision des femmes et ça plaît pas encore. Je me suis même déjà fait supprimer une vidéo comme ça. C'est vrai? Ouais. Alors parlons de tout ça, parce qu'effectivement, tu es beaucoup dans le sarcasme. Ouais. Tu es beaucoup dans l'autodérision. Dans ta bio, il y a écrit mon activité préférée, faire la meuf. Tout à fait. Donc on est vraiment, c'est le cœur de la cible, quoi. Exactement. Parle-moi un petit peu de ça. De cette mentalité et des problèmes que tu rencontres. Ouais. Alors, où je peux commencer? Par exemple, la vidéo que tu t'es faite supprimer. Alors ma vidéo que je me suis fait supprimer, elle est encore sur Instagram, mais sur TikTok, elle s'est fait supprimer. J'ai mis dans les réels. Pour l'instant, elle n'est pas supprimée. Ça marche bien, ça, les reels? Ouais, ah ouais, ça marche très bien, ouais. Ok. Du coup, ouais, c'est dans la vidéo, on voit, je suis en train de faire ma valise, et en légende, je suis en train de faire ma valise, ensuite, on me voit aller vers la gare, puis dans le train, et genre, un homme me pousse dans le train comme ça, il me dit salut, il ne revient pas, quoi. Et en légende, il y a marqué, quand tu apprends qu'elle sait pas faire la vaisselle, qu'elle utilise l'écriture inclusive, qu'elle... Ouh, tu vas pas te faire que des amis, hein, va pas sur Twitter, parce que là... Ouais, qu'elle aime les pizzas hawaïennes, qu'elle regarde pas One Piece, des choses comme ça, quoi. Mais du coup, c'est vraiment un discours d'homme, quoi. Genre One Piece, j'imagine que les femmes, la plupart, ne connaissent pas, quoi. Donc ouais, celle-là, elle a été supprimée. Et je comprends pas, d'ailleurs, parce que j'ai insulté personne. Mais bon. Est-ce que tu penses que c'est dû à des signalements ou c'est la vidéo en elle-même? Clairement, ouais. Je pense qu'elle a été signalée, ouais. Ok. Je vais juste te proposer qu'on attende que madame ait fini sa toilette, on va dire. Pas de souci. Voilà. En tout cas, j'ai eu peur que ma chaîne TikTok, elle soit strike, quoi. Ok, attends, on va reprendre ça. Tu vas reprendre avec cette phrase. Ah, ok. D'accord, je pensais pas que c'était important. De quoi? Je pensais pas que c'était important. Si. Enfin, ta chaîne TikTok par rapport à ça? Ouais. Ok, vas-y, on peut reparler, c'est parti. Ouais, du coup, j'ai eu un peu peur que ma chaîne, on dit ça, ouais, que mon compte TikTok soit supprimé. Pour l'instant, non, mais je sais qu'au bout de certaines vidéos, au bout d'un nombre limité de vidéos supprimées, Ok, c'est comme YouTube à l'ancienne, c'est-à-dire que tu as un nombre de strikes permis, ouais. Et dès que tu dépasses, toute ta chaîne y passe. D'accord. Ouais. Ok. Comment réagit ton audience, le public, par rapport justement à cette mentalité un petit peu sarcasme? Parce que de mon expérience personnelle, le sarcasme, ça peut être assez vite pris pour parfois de l'arrogance, tu vois. Aussi, ouais. Ou des pics qui peuvent être un peu agressifs. Alors il y a une façon de le dire, c'est sûr et certain, tout le monde ne peut pas faire du sarcasme n'importe comment.
Je me rappelle quand j'ai commencé à en faire, j'en faisais jamais et j'ai regardé des spectacles, des trucs, et je me disais, ouais, c'est trop bien, tu peux genre tourner en dérision un truc en racontant une demi-vérité, machin et tout. Et comme les gens dans le groupe dans lequel j'étais n'en faisaient pas, ils étaient vraiment en mode, mais t'es con quoi. Enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? C'était très spécial. Donc comment est-ce que ton audience réagit à ça? Eh ben, pour le moment, j'ai bien. Bah, très bien, tout le monde comprend, tout le monde trouve ça drôle. Et après, comme tu dis, je dis quand même des demi-vérités. Je dis quand même ce que je pense, mais c'est drôle, tu vois. Ouais. Mais ouais, la plupart trouvent ça drôle, tout le monde comprend. Même des fois, quand je fais vraiment des grosses blagues abusées, où je me dis, voilà, je vais me faire insulter, bah non, pas du tout, quoi. C'est quoi une grosse blague abusée? Ben là, la semaine dernière, j'ai fait croire que j'allais ouvrir un compte OnlyFans. Ouais. Personne n'y a cru. Mais vraiment, la communauté zéro n'est pas personne. Dupe. Ouais. Ok. Et d'habitude, comme je t'ai dit, sur mes stories, j'ai environ 100 réponses. Là, j'avais 3 réponses juste pour me dire Céline, t'es débile, quoi. Ça m'a fait rire, quoi. Ouais, ok, c'est pas forcément ce que t'attendais, j'imagine. Je m'attendais à rien, en fait. Je voulais voir. Juste voir, c'était un test. Ouais. Okay. Et j'étais agréablement surprise, ouais. Je pensais qu'il y en a qui me disaient, mais fais pas ça va pas. Personne, quoi. Très bon sujet de conversation sur lequel on peut parler. Ce sujet de mais fais pas ça va pas, etc. Les réseaux, l'entourage, quelle est ta situation? Au début, franchement, j'avais un peu peur du regard de mon entourage, donc j'en parlais jamais, en fait. Mon compte Instagram, de ma chaîne YouTube, TikTok, j'en parlais pas. Et petit à petit, en fait, quand ça prenait vachement de place dans ma vie, bah, mon seul sujet de discussion, c'est devenu ça. Et finalement, en fait, ils l'ont super bien pris. Tout le monde, ma famille, mes amis, ils me donnent des conseils, ils me donnent leur avis, ils me disent que c'est bien, qu'ils m'encouragent. Ça me fait super plaisir et du coup, ça me donne encore plus envie d'aller là-dedans, quoi. Maintenant, j'ai presque peur d'être décevoir si j'arrêtais ou si ça marchait pas, tu vois. J'aimerais trop qu'ils soient fiers de moi et que j'y arrive, quoi. Qu'est-ce qui te motive dans cette aventure entrepreneuriale sur Internet? Bah déjà, la première, faut pas se mentir, c'est la liberté, quoi. Vraiment faire ce que tu aimes, pas se lever le matin à 7h parce que ton patron l'a décidé d'aller dans le bureau, ce que je fais jusqu'à présent, hein, mais ouais, sortir de ça, être libre, montrer le contenu que j'ai envie de montrer, ouais, c'est vraiment ça la principale idée. Ok. Alors la liberté, c'est un sujet qui me passionne. C'est le sujet de ma chaîne et de tout le contenu que je crée. Ouais. Casser les chaînes, enfin plutôt être enchaîné à des chaînes qu'on choisit. Pour moi, c'est ça la liberté, c'est-à-dire choisir ses chaînes. Ouais. C'est quoi la liberté pour toi? Ben, ouais, c'est d'aller où je veux, quand j'ai envie. Ouais, proposer le contenu que j'ai envie. Pas être, comment dire, j'aime pas m'obliger à faire des choses, quoi. Parce que je me dis que la vie, elle est tellement courte que d'être frustré, de pas être heureux, je trouve ça trop triste. Je tire du positif de tout, hein, mais c'est vrai qu'il faut pas se mettre des bâtons dans les roues dans la vie, quoi. Si t'as pas envie de faire un truc, tu le fais pas, en fait. Ok. C'est un peu ça mon leitmotiv. Ça me parle tout à fait, et c'est compliqué. Faire un truc qu'on n'a pas envie de faire, c'est un petit peu 80% d'une situation quand tu es dans un bureau, quand tu es salarié. Ouais. Donc tu veux quitter un petit peu cette situation-là. Ça serait quoi ta situation de rêve? Avoir plein de thunes. Non, je rigole. Bien sûr. La thune. Non, en fait, bah, comme j'ai dit avant, juste pouvoir, faire ce que tu veux, partager ce que tu veux, créer ta communauté. Tout ça, ouais. En fait, tu veux monter une secte, quoi. Exactement. Bah, ça me parle. Sylvain Durif est mon exemple. D'ailleurs, il a totalement disparu, cet homme-là. Et je sais pas si c'est un fake ou pas, mais il a déjà écrit en commentaire sur ma chaîne YouTube. D'accord. Bon, je pense que c'est un fake, hein, mais parce que je suis un peu dans cet univers pour rire, quoi, aussi. Je dis que je suis reptilienne, etc. Et tout ce qui est complot et tout ça. Ouais, j'adore. Et du coup, voilà. Bah, le grand monarque, si tu passes par là, mes salutations, hein, mes profonds respects. Ouais. La deuxième chose qui me passionne aussi, c'est l'indépendance, qui est différente de la liberté. Qu'est-ce que l'indépendance pour toi? Bah, c'est-à-dire que si tu as envie de travailler aujourd'hui, tu travailles. Si demain,
t'as pas envie, eh ben, tu travailles pas. Et si, du coup, t'as des problèmes à cause de ça, bah, c'est juste ta faute et il y a personne d'autre, quoi. Voilà, tu vas pas emmener quelqu'un dans tes erreurs, il y a que toi, quoi. Ne rendre de compte à personne. Voilà, oui, exactement. Ok. Ça peut être très solitaire comme façon de vie, l'aventure entrepreneuriale, parce que bon, c'est vrai que les chiffres sur les réseaux, ça reste que des chiffres. Et hormis si tu crées des relations avec des gens que tu vas voir comme tu le fais en te déplaçant sur place et tout, ça peut être finalement que du vide, tout ça. Donc, pour avoir côtoyé quelques artistes qui ont des millions d'abonnés, tu vois, ou des centaines de milliers d'abonnés, je sais que parfois on peut se sentir très seul dans cette aventure. Est-ce que la solitude, c'est quelque chose qui te fait peur? Ah oui, totalement, oui. Parce qu'en fait, je suis très très proche de mes amis. Je les vois au moins 3 fois par semaine. Ok. Tout le temps, quoi. Donc, ouais. Mais je vois pas, en fait, je pense que ça m'arrivera jamais, ça. Enfin, vraiment, on fait vraiment tous tout pour rester proches, tu vois. Par exemple, ce serait tellement plus simple, par exemple, pour moi, d'aller travailler sur Paris ou là, j'ai des amis qui ils ont du mal à trouver des appartements, mais parce qu'ils veulent rester, genre, on veut rester ensemble, quoi. Donc, ouais, je pense pas que je serai seule un jour, quoi. Ok. Non, je suis C'est un bien peu l'épisode entourée. de Friends. Tout à fait. Quand on poste autant de contenu sur les réseaux, la question que je me pose toujours un petit peu, c'est la créativité. C'est quelque chose qui me passionne en tant qu'artiste. Forcément, il faut trouver des idées. Et puis le syndrome de la page blanche, on le connaît tous. Ouais. Comment est-ce que toi, tu génères des idées? Comment est-ce que tu arrives à ne pas tourner en rond, tu vois? Parce que, par exemple, c'est bien beau le sarcasme, mais si tu tournes un sujet en dérison, le danger, c'est au bout d'un moment d'en avoir fait le tour, en fait. Oui, c'est ça. Et même, il faut pas s'acharner sur un sujet parce que bon. Au bout d'un moment, ça fait juste quelqu'un qui a de la rancune. Ouais, c'est clair, ouais. Bah, en fait, quelques jours, c'est compliqué. Il y a des jours où vraiment, je sais pas quoi publier. Mais en général, c'est vraiment les choses de la vie. Je suis beaucoup sur la route vu que j'habite plus trop sur Strasbourg. Et dans la voiture, je vois des trucs, je réfléchis. Et dès que je pense à quelque chose, je me l'écris. N'importe où je suis. Et du coup, j'ai toujours des sujets. Je m'inspire vraiment de ma vie, de ce qui se passe aux alentours, quoi. Donc, tu génères des idées la plupart du temps dans ta voiture quand tu es sur la route? Ouais. Ok. Comment tu fais pour ne pas les oublier? Bah, je me les écris, quoi. Directement? Au volant? Non, faites attention sur la route. Non, quand je suis arrivée, je m'écris tout sur un bloc-notes sur mon téléphone. Ok. Et du coup, maintenant, si je suis en panne d'inspi, je vais sur mon bloc-notes et il y a toujours quelque chose d'écrit, quoi. Tu pioches là-dedans? Ouais. Et je mets... j'ai une fiche Instagram, une fiche TikTok et une fiche YouTube. Ah, donc bien organisé, l'air de rien. Ouais. Ok, cool. Ouais. Cool. Par rapport aux relations dont on parlait juste avant, il y a quelque chose que, par expérience, qui m'a frappé, c'est que parfois les gens qui sont bienveillants sur le réseau, dans la réalité, sont beaucoup plus froids, voire calculateurs, voire même très agressifs. Parfois, ça arrive de rencontrer des gens extrêmement méprisants de Ouais. Non mais attends, moi j'ai des centaines de milliers d'abonnés, qui es-tu? Ouais, j'avoue. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? De rencontrer quelqu'un qui a beaucoup plus d'abonnés et qui soit extrêmement méprisant? Je ne connais personne en dessous de moi. Voilà la personne méprisante. Non, ça m'est jamais arrivé, non. Non, je suis toujours tombée sur des gens très bienveillants. J'ai eu de la chance, pour l'instant. Voilà. Ce qui est une autre question, tu proposes de la bienveillance, tu rencontres des gens bienveillants. Est-ce que tu fait un peu monde de bisounours. Ça fait un peu niais, mais justement, on parlera de la positivité après parce que je trouve que la positivité c'est un peu un piège. C'est-à-dire que c'est très très important, mais si tu t'enfermes là-dedans, en fait, tu vas te prendre un mur, c'est sûr et certain. Parce que quand t'es positif tout le temps, t'es plus, tu as tendance un petit peu à étouffer ton instinct de survie, ton instinct aux aguets de tu vois, on est quand même des organismes vivants dont le seul objectif à la base, c'est quand même la pérennité de l'espèce. Donc, c'est la survie de chacun. Et quand t'es ultra positif en mode tout le temps, mais non, ma voiture a un problème, ça me fera de la marche à pied, tu vois. Il y a toujours un moment où tu te prends une claque et je connais des gens qui étaient extrêmement positifs et un jour, il leur est arrivé un truc, ils ont pété un câble, ils sont tombés en dépression. Ah ouais. Donc, la positivité, piège, bonne chose, comment est-ce que tu abordes ça? Après, oui, il faut pas être dans l'extrême, mais déjà, j'ai pris conscience que je me suis trop habituée déjà à la bienveillance, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'aime pas
je m'éloigne de tous les personnes qui sont méchantes, etc., qui sont négatives. Et du coup, je sais que un jour, parce que c'est obligé, quand j'aurai des commentaires négatifs, moi, je les prendrai super mal. Vraiment, ouais. J'aurais beaucoup de mal à l'accepter. Enfin, je me remettrais trop en question. C'est très dur, ça peut être très dur. Ouais. Mais sinon, ouais, dans la vie, je suis hyper positive parce que je trouve que ouais, il faut pas se mettre des bâtons dans les roues d'instinct, quoi. Je trouve qu'on peut toujours trouver du positif partout et ça sert à rien de rester sur quelque chose, sur une mauvaise expérience, en fait. Ça sert à rien. Enfin, c'est fait, quoi. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'opportunités quand tu es positif et que tu te rends compte de la chance que tu as, surtout. Dès que ça va pas, je me dis, mais c'est cool, je suis en bonne santé. En fait, tu relativises pas mal. Est-ce que c'est si grave que ça, quoi? Ouais, en fait, oui. Je fais toujours le pour et le contre et il y a toujours plus de positif que de négatif, quoi. Ok. Petit commentaire par rapport justement aux commentaires négatifs sur YouTube. Effectivement, tous les gens qui veulent se lancer sur YouTube, cuirassez-vous l'esprit, armez-vous, parce que je vous jure, l'arène, notamment YouTube, Internet globalement, mais l'arène YouTube et Twitter, c'est les trucs les plus violents sur Internet que j'ai jamais vus. J'ai fait une vidéo sur... comment s'appelait-il tu sais, le rappeur de Greg Guillotin, JNR. Ah oui. Où je ne critiquais pas JNR, mais je disais que potentiellement, avec tellement de fame, etc., rien n'est joué pour lui, il faut faire attention, etc., etc. Il a encore des preuves à faire, mais preuve à l'appui en prenant l'exemple d'une influenceuse qui avait des millions d'abonnés et qui, quand elle a lancé du merch, donc des vêtements, n'a pas réussi à vendre 36 t-shirts. Et quand tu as des millions d'abonnés, c'était un pourcentage très faible. Je crois que c'était 0,014%, quelque chose comme ça. Et ça a déclenché une guerre mondiale en commentaire, même à l'heure actuelle, va dans les commentaires de cette vidéo. Alors, pas celle-ci, mais celle de qui a tué... non, je crois que je sais plus comment je l'ai appelé. J'ai cherché un titre un peu provocateur exprès pour attirer. Et en même temps, après, je prenais le contre-pied de ça. Mais c'était Greg Guillotin a tué la carrière de JNR pour l'interrogation, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Et les commentaires, mais c'est incroyable. Déjà, on est quasiment à 50% de likes. Non, on est à 60% de likes et 40% de dislikes. Ce qui est énorme, hein. Aujourd'hui, sur YouTube, c'est pas mal. Et les commentaires, c'est incroyable. T'as des gens qui me disent... Je me souviens, il y a un gars à qui je passe un bonjour, qui s'appelait Canard des Choix Comeback, qui avait été extrêmement méprisant, mais très, très violent, en mode « Écoute, Quentin, je vais t'apprendre pourquoi tu ne perceras jamais sur YouTube. » Et il finissait son commentaire par « Trouve un métier », tu vois. Et heureusement, j'ai un ego surdimensionné, donc j'ai encaissé le truc, tu vois. Mais je me dis que les gens qui sont potentiellement un petit peu fragiles, psychologiquement, tu vois, qui ont de l'incertitude, etc. Et c'est normal. C'est normal, le monde est dur, tu vois, donc c'est sûr. Ça peut être très, très, très violent, certains commentaires. Donc, petit tips, quand ça vous arrive, répondez aux gens, faites l'effort. Je sais que vous avez envie de leur dire, mais espèce d'enfoiré. Faites l'effort vraiment de répondre à cette personne avec bienveillance et avec ouverture, parce que, et c'est pour ça que je fais un salut à Canard des Choix Comeback. Quel pseudo bizarre, par contre. En fait, tu l'as retenu, mais ça t'a marqué, quoi. Vraiment, parce que je me suis dit, c'est incroyable. Il est revenu 2 semaines après, je lui ai dit, écoute, je suis désolé que tu te sentes attaqué. J'espère que tout ira bien pour toi. Merci pour ton commentaire. À bientôt. Il est revenu 2 semaines après, sur une vidéo totalement annexe, et il a écrit, tu fais vraiment du bon travail. Je suis désolé d'avoir été violent. Dommage que YouTube ne mette pas plus en avant la qualité, etc. Mais tu vois, le gars était devenu ultra bienveillant. Je me suis dit, c'est fou. Quand tu tends la main à quelqu'un, en fait, c'est un petit peu je me rappelle plus cette fable, tu sais, du lion qui a une épine dans la patte. Ah oui. Du coup, il est très agressif et c'est à cause de l'épine. Et dès que tu l'enlèves, il est plus docile, etc. C'est un peu cette image. Donc, propageons de la bienveillance sur Internet. Voilà, au lieu d'engrainer tout le temps Twitter, finalement, c'est-à-dire se gueuler dessus tout le temps à 24. Enfin, bref. Ouais. Ok. Voilà, c'était la petite histoire de Père Castor. Bienveillance, liberté, indépendance, positivité. Est-ce que t'as pas l'impression de devenir un peu une gourou de style de développement personnel sur Internet, tu vois, comme on peut en voir? Non, parce que je donne jamais de leçons, en fait. Je reste juste moi-même sur les réseaux et j'en parle jamais, en fait.
pourquoi faut être positif, la vie c'est trop génial, ça je fais jamais quoi. J'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. C'est comme quand il y a des gens qui me disent est-ce que tu pourrais faire des vidéos de sport. Moi j'ai vraiment aucune leçon à donner à personne. Je fais juste ma life et puis c'est tout quoi. Ok, c'est très cool. Alors 2 choses. La première, c'est tu fais pas de leçons de sport parce que tu te sens pas, comment dire, à ta place là-dedans. Si totalement. Après Mais peut-être pas assez pour dire aux gens ouais faites ça exactement ça, etc. En fait non, je me dis juste qu'il y a des coachs pour ça. Et enfin, chacun reste à sa place, c'est bien quoi. D'accord. J'ai aucune légitimité à te dire fais ton squat comme ça parce que moi je le fais. Voilà. Ok. On peut aussi parler de crédibilité sur Internet, c'est intéressant. Ouais. La deuxième chose dont je voulais parler, j'ai oublié en posant cette question parce que je suis parti du coup sur la question de la crédibilité. Toi qui essayes de monter une chaîne YouTube, du coup, ce sera plus une chaîne YouTube qui est axée quoi ? Sur l'humour. Ouais. Sur l'humour. Ok, plus sur l'humour, donc tout ce qui est sketch et tout, donc veine un petit peu ce que tu fais sur Instagram et TikTok finalement. Ouais, okay. Exactement. Ouais. Bon, finalement, ma question tombe à l'eau parce qu'il n'y a pas tellement de questions de crédibilité là-dedans, c'est plus, provoquer des émotions. J'ai rien à apprendre à personne, quoi. Juste, souvent, la majorité des messages que je reçois et des commentaires que je reçois, c'est juste... et ça me fait plaisir, même des gens dans la rue qui me le disent. Ah, ça t'arrive qu'on t'arrête dans la rue ? Ouais. Et qu'on dise, hey, c'est toi, Bicéline, qui fait des TikTok. Yes, bon, c'est rare. Hein. Mais ça m'arrive, surtout dans la salle de sport, parce que j'ai quand même une grosse audience de sportifs. Finalement. Et du coup, souvent dans les salles de sport, on me dit ouais, j'aime trop le soir regarder tes stories ou tes vidéos parce que ça me donne la bonne humeur et ça me fait rire. C'est comme un break, quoi. Ok, cool. Cool. Alors, j'ai retrouvé ma question qui était du coup que tu te détachais de la morale. Et du coup, j'en ai une autre par rapport à ce que tu viens de dire. Faut pas que je l'oublie. Ouais, faut vraiment que je tienne un bloc-notes, un truc. C'est compliqué le job d'intervieweur en vrai. La première, c'est du coup, t'as pas de morale à donner à qui que ce soit, et ça, je trouve ça très intéressant. Moi, j'essaye quand même de guider, en fait, de donner mes valeurs, tu vois, mes principes, etc. Comme je suis absolument convaincu. Au revoir. Du coup, moi, je transmets des valeurs et des principes auxquels je crois totalement. Tu vois, par exemple, la consommation ostentatoire, etc., le fait de dilapider son argent comme ça. Je sais que quand j'ai commencé à toucher un peu d'argent, c'est un peu un piège dans lequel j'ai pu tomber. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est complètement stupide et que surtout quand on sort un petit peu de la classe moyenne, qu'on commence à gagner de l'argent, il faut absolument se débarrasser de cette habitude parce que sinon, tu retombes à fond dans la classe moyenne et t'es tout le temps dans la dette, la consommation, etc. Ouais. Et au final, tu prends jamais ta liberté. Puisque si l'argent est ton maître, tu peux pas être maître de l'argent au final. Donc comment est-ce que toi, malgré tout, tu vois le fait de ne pas donner de leçons ? Tu te bases seulement sur du divertissement au final, en fait. Ouais, parce que en fait, je pense que je me prends pas assez au sérieux pour ça. Je serais mal à l'aise en fait de dire quoi penser aux gens. Vraiment, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Qu'est-ce qui te gêne là-dedans ? Je sais pas, je sais pas si c'est un manque de confiance en soi, mais non, j'ai juste envie, j'ai pas envie de saouler les gens avec des leçons de morale. J'ai juste envie qu'ils font une pause, qui rigolent avec moi et c'est tout, quoi. J'ai pas envie de leur apprendre la vie. Après, bon, je pense que je véhicule quand même un message à travers de ça, quoi. Je pense. Les gens remarquent que je suis positive et que même... des fois, il y a quand même des situations où je leur explique comment j'ai géré la chose et sans leur dire, regardez, c'est bien, juste comme ça, de manière neutre. Et ouais, ça passe bien, quoi. Et ça montre, je pense, quand même ma façon de voir les choses. Ok, donc ça serait plus implicite, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis après, les gens, ils prennent le message ou pas, c'est comme ils veulent. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire prenez pas, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un petit peu de mal avec le, entre guillemets, divertissement de masse parce que je trouve que, malheureusement, en fait, justement, t'apprends pas grand-chose et que le shot de dopamine que ça peut te donner en mode « Ah putain, j'ai regardé un truc trop cool, je suis détendu, etc. » Parfois, il redescend et ça peut être juste un échappatoire à tes problèmes. Et parfois, ça vaut vraiment le coup, même souvent, de se confronter directement à ces problèmes. Donc, comment est-ce que tu comptes gérer ça ? Est-ce que, au final, tu te permettras quand même... pas forcément de donner des leçons, pas du tout, mais plus d'avoir un petit côté... peut-être effectivement d'être plus dans l'éducation par rapport à la positivité, etc. Ou tu veux vraiment rester que full sketch, etc.
Je sais pas. Après, sur YouTube, ce sera comme ça, ouais. Après, dans mes stories, vraiment, je raconte ma vie. Donc, je pense qu'il y a des choses à tirer, oui. Je vais pas leur dire, tu dois faire ça, mais je leur dis, je leur explique que pourquoi la vie est belle et pourquoi moi, je la considère comme ça. Pourquoi la vie est belle? Parce que, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux du moment que tu mets les moyens, quoi. Et je trouve ça vraiment cool. Et elle est tellement courte, en fait, que faut profiter un maximum, quoi. Si maintenant, je sais pas, ton lacet est défait et tu vas penser qu'à ça, tu vas prendre, je sais pas, 1 heure à dire, ah mince, mon lacet est défait, alors que tu le renoues et puis c'est bon, tu continues à marcher, quoi. En gros. C'est cool, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, c'est-à-dire se confronter au problème et puis après on continue. Ouais, let's go, voilà, quoi. après c'est fait, quoi. Ok. Non, j'avais vraiment une question à te demander, j'ai encore oublié. C'est fou, genre. Ah ouais. Mais c'était par rapport à ça, justement. Attends, tu parlais de l'éducation par rapport à la positivité. Faire ses lacets. Mais après, je sais qu'il y a quand même des choses que je voudrais aborder, très importantes même, et j'en ai parlé à un ami qui va le faire aussi. Mais c'est compliqué. Mais je trouve ça important quand même de véhiculer les choses. Par exemple, j'étais anorexique pendant 3 ans. Et ça, j'ai vraiment envie d'en parler, de montrer qu'on peut s'en sortir, comment j'ai fait, etc. Mais je pense que c'est un peu tôt. Mais il y a quand même des choses intéressantes à véhiculer une fois qu'on a une communauté, ouais. Montrer que n'importe qui peut s'en sortir, quoi. Ok. J'ai retrouvé la question que j'avais, et justement, c'est par rapport à tout ça. Ah. C'est montrer qu'on peut s'en sortir, faire les choses, faire ce dont on a envie, ok, mais encore faut-il assumer tout ça au regard de ses proches, etc. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui veulent se lancer, mais qui ont besoin d'assumer, qui cherchent, entre guillemets, une sorte de règle, de dogme, sans tomber dans le truc, genre c'est comme ça et pas autrement, ce que tu ne fais pas du tout, justement. Mais justement, peut-être, qu'est-ce que tu peux proposer comme vision aux gens qui ont besoin d'assumer? Assumer dans le sens ne pas avoir peur du regard des gens, c'est ça ou Il y a ça, mais aussi la confrontation avec ses parents. Tu vois, les parents peuvent être un véritable frein à tes projets. Donc, comment assumer ses idées devant ses parents, comment assumer ses idées devant ses amis, comment assumer son métier sur Internet, comment assumer ses envies, tout simplement, ses fantasmes, peu importe. Ouais. Déjà, premièrement, tout ce que je publie sur les réseaux, je me demande, est-ce que j'ai envie que tout le monde le voit? Parce que c'est ça, en fait. C'est pour ça que je mets jamais rien de provoquant, j'ai jamais rien de limite, quoi. Je me demande toujours, est-ce que si mes parents voient ça, comment ils réagiraient? Déjà, bon, après, ils le voient, hein, mais je pense toujours à ça. Et ensuite, je voulais dire un truc, mais je m'en souviens plus. Tu parlais de tes parents, tu parlais du fait de est-ce que j'ai vraiment envie de partager tout, etc. Je voulais dire un truc, mais... Le fait d'assumer ses envies, sa passion, les confrontations. Ah oui, et en fait, mes amis et ma famille le prennent bien parce que moi, j'ai fait mes études, je sais que j'ai une roue de secours, quoi. En gros, tu as une sécurité. Voilà, je fais ça intelligemment, genre je vais travailler à côté, j'aurai les réseaux de l'autre côté. Et aussi, en fait, le fait d'avoir fait une école de commerce, ça m'aide vachement pour les réseaux, en fait. Comment ça? C'est du marketing. D'accord. Savoir quoi dire à quel moment, à quelle personne, à la cible, etc. C'est aussi du marketing. Donc, en soi, c'est pas comme si je déviais complètement de mon plan de carrière, entre guillemets, quoi. C'est très cool de parler de marketing. C'est un domaine que j'affectionne aussi particulièrement. La psychologie, je trouve ça passionnant. Ouais. Le problème du marketing et de la vente, c'est que chez 80% des gens, il y a encore cette image d'escroc vendeur de tapis, achète ma merde, etc. Tu vois. Ouais, c'est péjoratif le marketing comme mot, oui, c'est sûr. Mais moi, oui, c'est plutôt l'aspect psychologique, comme tu dis. Voilà, toi, t'es quelqu'un de très positif, très bienveillant. Donc, justement, est-ce que tu peux expliquer ta vision du marketing aux gens qui, peut-être, sont absolument convaincus que c'est de la merde? En soi, ça sert seulement à comprendre les personnes, en fait. Comprendre qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, à quel moment, et quel type de personne va aimer ce genre de choses. En fait, c'est plutôt l'étude... moi, ça me sert vraiment à savoir ce que les gens veulent et pas leur imposer, quoi. C'est sûr que normalement, le marketing, c'est créer le besoin. Mais là, moi, mon but, c'est surtout de comprendre ce que les gens veulent et faire en sorte qu'ils m'oublient pas. Il y a des petits... Ouais, il y a des tips comme ça pour dire... par exemple, j'ai associé mon compte au serpent.
Maintenant, les gens, dès qu'ils voient un serpent dans la rue, ils vont penser à moi. Tu vois? C'est des petits moyens qui te font... En psychologie, je crois qu'on appelle ça l'ancrage. Ouais, Ok, donc en fait, tu manipules totalement ton audience. exactement. Ok, c'est intéressant. Ouais. Je partage pas cette vision du marketing du fait de créer le besoin. Je pense que en fait, on peut pas créer le besoin quand il n'existe pas. C'est-à-dire si le besoin n'est pas latent, s'il n'est pas endormi quelque part, le marketing pour moi c'est plus vraiment le fait de repérer que quelqu'un veut quelque chose, mais qu'il a des freins, etc. Et comment les faire sauter, ce genre de choses. Ouais, je suis pas d'accord. Ah, ok, bah, très Ouais. bien, on peut échanger un petit peu là-dessus alors. Ben, c'était le cas avant, mais maintenant, avec la consommation de masse et avec tout, enfin, il y a tellement d'entreprises qui proposent tout et n'importe quoi qu'au final, les gens sont noyés dans la société de consommation, quoi. Les gens, ils ont plus besoin de rien. Et il faut toujours créer de nouvelles idées et leur créer leurs besoins. Bah, si tu regardes la pyramide de Maslow, les gens ont toujours des besoins. Je crois qu'il y a 8 niveaux différents. Donc il y a forcément un de ces niveaux dans lequel tu peux taper pour réussir à vendre un produit, un service ou autre chose. Oui, bien sûr, ouais. Mais par exemple, c'est comme si tu voulais vendre une voiture à un Parisien, par exemple. Il va falloir créer le besoin, parce que là, en somme, il n'a pas vraiment le besoin, tu vois. Mhm. C'est plutôt ça, dans ce sens-là, que je me dis. Ok, je vois. Donc c'est vraiment plus en fait de l'analyse de marché, la compréhension et ensuite servir un produit ou un service qui soit en relation avec ce que cette personne recherche. Mais ça va être quand même compliqué, effectivement, de vendre quelque chose à quelqu'un dont il n'a absolument pas besoin. Ah oui, c'est sûr, ouais. Et donc ça, moi, c'est pas mon but. Ok. Je vais dire, je vais pas imposer... par exemple, ma chaîne YouTube à n'importe qui, quoi. Mhm. Ok. Ok, cool. On arrive tranquillement à la fin de cette interview, de cette entrevue. Il y a 2 questions que je pose toujours parmi tout un panel. La première, c'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer? Si tu n'arrives pas à en trouver un, quel conseil tu donnerais à la Céline d'il y a 2-3 ans, puisque ton activité sur les réseaux est récente? Ouais. Pour quelqu'un qui veut se lancer, ouais, moi je me dis qu'il faut quand même avoir, faire ça d'abord à côté, quoi. Il y a des gens qui arrêtent tout et sur un coup de poker, ils veulent vraiment se mettre sur les réseaux. En ce moment, c'est super dangereux. Avant, c'était possible. Je connais des gens qui l'ont fait, que ça a marché, tant mieux. Mais aujourd'hui, je pense que tu peux plus faire ça, quoi. Moi, je suis contente d'avoir un bagage et de toujours avoir de quoi faire à côté, ouais. Mais après, et un deuxième conseil aussi, c'est d'être plutôt sur les sujets de niche, quoi. Moi, par exemple, j'ai pas non plus choisi le truc le plus facile, le divertissement, il y en a plein, quoi. Mais c'est pas très niché pour le coup, du coup. Ouais, c'est ça. Très grand public, quoi. Ouais, ce serait plus facile d'être sur pas un marché, je sais pas comment on dit, mais bon, un marché de niche, quoi. Par exemple, sur Twitch, faire des jeux vidéo un peu pas trop streamés, où tu auras vraiment une audience faite pour ça, quoi. Je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est un petit tips pour tous les freelances qui me suivent. Ça va être l'objet d'une prochaine formation, d'ailleurs. Mais vous serez toujours plus payé, respecté et à l'affût de nouvelles opportunités. On vous proposera beaucoup plus d'opportunités si vous choisissez un marché et que vous dites « je suis spécialiste de ce marché-là ». Parce que instantanément, en fait, ça élimine la concurrence. En termes de compétition, il y a très peu d'arguments compétitifs qui sont meilleurs que ça. C'est-à-dire que entre un graphiste qui dit « je suis un graphiste, je cherche du travail » et un graphiste qui dit « je suis un graphiste, je suis spécialisé en outillage, en BTP et en jardinage », forcément, une boîte qui est là-dedans va prendre obligatoirement le deuxième profil. Donc, trouver un marché de niche. On en parlera dans d'autres contenus. Il y a plein de façons de trouver ça. Voilà. Je me permets cette petite astuce parce que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui galèrent parce qu'ils sont trop larges, en fait. Tu vois. Sur les réseaux, c'est exactement pareil. Ouais. Il faut vraiment avoir un sujet bien précis. Ok. Voilà. Donc ça, c'est les conseils que tu donnerais. Ok. Ouais. La deuxième question, la dernière, la question de clôture. Très bien. Qu'est-ce que tu ferais, attention à la pression, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Après, en fait, mon leitmotiv, c'est vraiment genre, si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Parce que... Admettons, t'es dans une situation où t'es tétanisé. T'es face à un truc qui va arriver, tu vois. Ou alors t'as vraiment une envie au plus profond de toi que tu
que tu repousses sans arrêt, où tu dis ah je suis pas prête, c'est pas le bon moment, j'ai pas assez de besoins, je suis pas assez bonne, les gens pensent que je suis pas au niveau, etc. Dans ces deux cas, soit quelque chose qui te tétanise, que t'oses pas faire, ou alors quelque chose qui serait plus une envie que tu repousses. Et donc ta question, c'est qu'est-ce que je ferais si c'était le cas? Voilà. Si tu n'avais pas peur Ouais. sur une de ces deux situations, qu'est-ce que tu ferais? Je comprends pas les questions. du coup, je me suis perdue là. Alors, est-ce que tu as des envies que tu repousses? Tu vois, par exemple, un gros voyage, tout plaqué du jour au lendemain, partir en avion, hop, ciao les amis, machin, etc. Et j'essaie à pendant Toronto. un an, c'est ça. Exactement. Voilà. Bon, c'est une petite blague qui me fout le seum parce que j'étais censé partir un mois à Toronto, mais Covid. Donc, bien sûr que non. Donc, voilà. Est-ce que, par exemple, ça, c'est un exemple. Ça peut être une chose comme ça, ou alors ça peut être lancer un business, j'en sais rien, dans un truc où tu sais que ton entourage peut extrêmement te critiquer, mais c'est pas grave, tu foncerais quand même. Voilà, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? À moins que tu n'aies peur de rien. Après, ouais, je ne sais pas trop. Alors quand t'as peur, qu'est-ce que tu fais du coup? Quand tu stresses? Quand t'appréhendes quelque chose? Ah ouais, bah moi, je refoule ça, quoi. J'essaye de pas y penser. Ouais. Et genre, par exemple, maintenant, si j'ai peur d'aller quelque part, je vais pas y penser jusqu'à ce que j'y suis. Et après, bah voilà, c'est fait, quoi. Je sais pas, par exemple, pour un entretien, des choses comme ça. Ok. Ouais, j'y pense au dernier moment. Comme ça, j'ai plus le temps d'y penser, quoi. Ok. Alors ça peut être un peu casse-gueule. Et tu t'en sors à chaque fois? Ouais, pour l'instant, ouais. Ok, bah Céline l'aventurière, j'ai envie de dire. Tout à fait. Très bien, merci d'avoir passé du temps avec moi pour cette interview. Ah, merci à toi. Le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin, moi je dirais la vie est belle. C'est court, c'est concis, c'est intense. Let's go pour ça. La vie est belle. Très bien. Super. Bah, bienveillance, positivité. Voilà. Tout à fait. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je mettrai tes réseaux en description. Allez voir ce qu'elle fait, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram. Prenez soin de vous. Faites des choses, créez des choses. À bientôt. C'est vendant d'être indépendant. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et au podcast sur les plateformes de podcast, de laisser un j'aime et de commenter les deux, ça me fait super plaisir et ça m'aide pour le référencement. Merci à toi. Fais un marathon là. Je ferai un cut, c'est pas possible. Nexi, interdiction de s'amuser, d'accord?